et je vais insérer ce que j'ai ébauché dans le peu de temps qui m'était imparti. Donc là, d'abord, généralité sur le sujet. Généralité sur le sujet. Je trouve que c'était un sujet qui déjà était beaucoup plus difficile que celui de l'an dernier. L'an dernier, franchement, je ne sais pas si les profs te le diraient comme je te le dis, mais j'en ai parlé avec d'autres profs chevronnés en prépa et ils disent mais c'était une mascarade, quoi, tellement c'était simple. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu un sujet aussi simple. Je donne même le problème 1 de mémoire, je le donne même aux applis, tu vois. Enfin, c'était vraiment simple, alors que normalement, non, tu ne fais pas ça. Là, on est revenu back to basics, de retour à la normale. On a deux problèmes. Parfois, à l'EM Lyon, tu as un immense problème et d'autres fois, tu as deux problèmes. Bon, voilà, c'était le cas où tu avais deux problèmes. Et premier problème, donc problème d'algèbre, qui était sans doute le plus difficile des deux, entre problème 1 et problème 2. Où au début, il y avait quelques. C'était pas forcément linéaire. C'est-à-dire que là, dans la question 2, il y avait une petite subtilité qui n'était pas évidente. On va regarder après. Là, après, il y avait quand même pas mal de choses classiques, notamment ici où on a une famille, on est autour de matrices nilpotentes, thème récurrent au concours, les matrices nilpotentes, en appli comme en appro, et où là, on mobilisait une famille U, F de U, F carré de U jusqu'à Fp-1 de U, et où il fallait montrer que c'était qu'on pouvait en trouver une telle que ça forme une famille libre. Ça, c'est supra classique. Ça, j'imagine, certains ont dû reconnaître des choses. Ça, c'est très classique mais délicat. Donc, ça méritait du soin. Ils sont quand même sympas parce qu'ils vous donnent l'indice. Ça, vous ne l'aurez pas à HEC. On pourra commencer par appliquer Fp-1 à l'équation de liaison. Ça, typiquement, on est sur des sujets, je pense à HEC 2007, par exemple, sur les matrices nilpotentes, où il y avait une grosse question en milieu de sujet, où il y avait ce genre de technique, mais il ne nous aidait pas du tout. Donc là, on va dire, c'est une répétition générale de l'épreuve de demain. Donc ça, c'était une belle question pour ça. Ensuite, on a ici, sans doute, quand je vois ça, polynôme annulateur, montrer que Rn égale. Là, je pense sans doute à de l'analyse synthèse. Donc c'était aussi une question sympa, ça, je pense, la question B. Et on va dire que M est diagonalisable, ça, c'est le cours, en fait. Vu que F, sans doute, si M est la matrice représentant F, voilà. On a F qui... Donc là, on repère, en fait, les sous-espaces propres. Ker de F moins id, ker de F plus id, ce sont les sous-espaces propres associés aux valeurs propres 1 et moins 1. Donc, sans doute, vu que F est diagonalisable, M sera aussi diagonalisable. Alors, après, attention, sans doute, fallait-il faire 3 cas. Un petit peu, ça me fait penser à des vieux sujets, mais EM Lyon, non, c'était EDEC 2006, où il fallait faire 3 cas, en fait. Le premier cas, où on a ker de F moins id qui vaut 0. Parce que là, ils ne disent pas, en fait, ils disent pas si ce noyau-là est radio-vecteur nul ou celui-là est radio-vecteur nul. On ne le sait pas. Donc, il y avait potentiellement 3 cas. Le cas où l'un est radio-vecteur nul et du coup, Rn vaut ker de F plus id. Et dans ce cas-là, on est en présence d'une homothétie. Et F vaut du coup moins id. Deuxième cas, si ker de F plus id est radio-vecteur nul, alors ça veut dire que ker de F moins id égale à Rn. Et donc, cette fois, c'est F qui est une homothétie et vaut l'identité. Et troisième cas, si les deux noyaux ne sont pas radio-vecteurs nuls, eh bien, on a bien deux valeurs propres, moins 1 et 1, et Rn. Et du coup, F, mes deux valeurs propres, est diagonalisable. Et les sous-espaces propres sont ker de F moins id, ker de F plus id. Donc voilà, il y avait sans doute, je pense, 3 cas à faire ici, sur cette question B, pour montrer ensuite que c'est diagonalisable. Conclure que l'ensemble des solutions de l'équation, donc là, on est sur des... là, ça ne doit pas être excessivement difficile. Ici, puisqu'on résout sans doute l'équation lambda, ça égale à 1, et donc c'est équivalent à epsilon i égale à 1, ou epsilon i égale à moins 1. Ensuite, en question, les questions d'après, là, je le fais vraiment live avec toi, Dorian, parce que je n'ai pas eu le temps de creuser, mais là, ici, on a encore des histoires sur les
Donc là où il nous impose en fait d'avoir une matrice dont on connaît les valeurs propres, qu'on range dans l'ordre strictement croissant. Ça, c'est des choses qu'on voit assez souvent. Et on nous demande de trouver un lien entre sans doute les valeurs propres de A et les valeurs propres de M2. Décrire l'ensemble des solutions dans le cas où toutes les valeurs propres sont positives. OK. Donc là, ici, il y avait encore sans doute cette histoire de peut-être de résolution lambda i carré égale à 1 et on trouve lambda égale 1 ou moins 1. Là, difficile à voir, il faut rentrer dedans, quoi. Là, je ne le vois pas. Je ne le vois pas comme ça directement. Là, après, je repère quand même des choses. Il nous dit des matrices symétriques. Donc là, court. Là, je reconnais du court. Ça, c'est du court, puisque on a des matrices symétriques d'après le cours. Toute matrice symétrique à coefficient réel est diagonalisable et a comme matrice de passage une matrice orthogonale. Donc là, on pouvait très bien, ici, obtenir ça juste en utilisant le cours. Ensuite, là, ici, je voulais vous insérer, parce que ça c'est un produit scalaire qui est presque, je dirais, culturel, tellement il est important. Écrit comme, je vous avais préparé les sujets, mais là, j'ai plus le temps, j'ai fermé la séance, vous avez vu, avec ma mauvaise manip. Écrit comme, pas 2023, écrit comme 2003. Écrit comme 2003, super sujet. Nous, on l'a fait juste pendant les révisions à 2 semaines du concours. Écrit comme 2003, franchement, où là, ici, effectivement, c'est l'une de mes élèves qui m'avait envoyé ça. Là, sans doute, ça devait être une inégalité de Cauchy-Schwarz. En tout cas, dans écrit comme 2003, c'était ça. Et c'était quasiment la même question. Sauf que là, comme il y a un max, peut-être que c'était un petit peu différent. Il fallait sans doute ajuster. Mais peut-être que Cauchy-Schwarz marchait ici, à creuser. Ou peut-être en majoration, ça pouvait marcher aussi. Là, je ne l'ai pas fait. En tout cas, ce produit scalaire-là, retenez-le, hein, il est quand même important. Écrit comme 2003, je crois aussi qu'il est tombé à vérifier à l'ESSEC en 99. Qui était un très beau sujet d'algèbre bilinéaire. Vous aviez aussi ce genre de choses avec des raisonnements sur la trace et de l'algèbre bilinéaire avec de la trace. Donc ça, et puis c'est tombé aussi plus récemment, trace de transposé de AB. J'espère que ça, vous l'avez déjà vu dans votre scolarité, c'était un incontournable. Ensuite, en question 10, là aussi, il y avait des choses. Ici, on reconnaissait quand même des choses. Là, notamment là, en fait. Là, on voit, et je crois que je vous l'ai mis. Mais de toute façon, je vous l'ai mis, tiens, je le montre dans parce que j'ai rendu PDF juste pour que vous voyez un petit peu. J'avais quand même un peu préparé les choses. Là, je vais vous montrer. Voilà, typiquement, ESSEC. Je ne sais pas si tu vois. Là, on voit maintenant ESSEC 2002. Ouais, ESSEC 2002, on voit en petit là, c'est dommage. Ouais, c'est tout petit. Ouais. Mais ici, on voit en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais je vous montre que je vous pointe. F' de x plus petit que 4 neuvièmes. Là, on avait valeur absolue de phi' de x plus petit que 1,5. Et en déduire un moins R2 plus petit que 4 neuvièmes puissance n. Et là, um moins epsilon plus petit que 1 demi puissance m fois valeur absolue de a moins epsilon. Donc là, c'était, je ne sais pas si tu le reconnais ici, Dorian, mais c'était ici de l'IAF. Là, il y avait une histoire d'inégalité des accroissements finis, plus une récurrence. Très, très classique. Donc CF, ESSEC 2002, voie écho. ESSEC 2002, écho 2, partie 1. Donc, là, c'est un incontournable du concours, où ils ont sauté un peu les étapes. C'est-à-dire que la première étape, c'était de montrer que on a je le mets en dessous, on a sans doute du plus 1 moins epsilon plus petit que 4 neuvième, que 1 demi, pardon, 4 neuvième, c'est sur les secs, moins epsilon. Et ensuite, on a une relation de récurrence entre plus 1 et Et ça revient un petit peu à avoir un truc de la forme Vn plus 1 plus petit que Q fois Vn. Et là, on reconnaît un truc qui ressemble un peu à une relation géométrique. Et donc, on monte par récurrence, parce que ce n'est pas une suite géométrique, bien sûr, qu'on a Vn qui est plus petit que Q puissance n fois V0. Voilà, ça, c'était le grand classique du concours que vous devez avoir en tête et qui était ici dans une variante où il fallait, en termes de rédaction, attention, hein, vous avez vu, il faut être précis sur la rédaction, il fallait bien préciser que en valeur absolue vérifie bien la relation valeur absolue de plus grand que 1. C'était le cas. Et il fallait vérifier que, sans doute, ici, que epsilon est sans doute un point fixe. C'est-à-dire qu'on a phi de epsilon qui vaut
epsilon, et que epsilon vérifie aussi que valeur absolue d'epsilon supérieure ou égale à 1. C'est bien le cas, puisque epsilon appartient à moins 1, 1. Bon, et comme c'est une suite récurrente, on a... C'était quand même sympa, là, je le découvre avec toi, en fait. Là. Comme c'est une suite récurrente, on a forcément phi de epsilon qui a un point fixe. Et donc, phi de epsilon égale à epsilon. Puisqu'on est, si j'ai bien suivi, sur une suite de la forme, c'est le cas, plus 1 égale à phi de Donc là, on avait derrière, en fait, un théorème du point fixe qui était caché. Donc là, ici, on a vraiment, si vous devez, je parle aux bisus notamment, qui découvrent ça, les bisus, ça, c'est une question qui est très importante, qui tombe assez fréquemment au concours. Et là, vous en aviez une version sympa. Ensuite, dans le... Alors oui, je voulais montrer aussi, je crois que c'est après que je montrais. Attends, est-ce qu'il est après? Ouais, tu vois, écrit comme 2003. Écrit comme 2003, bon, on ne voit pas bien là, mais tu vois, trace de produit scalaire ici. Il est, je ne sais plus où il est, voilà, trace de TAB, on le voit ici. Voilà. Et où on a ici Cauchy-Schwarz, trace de A plus petit que racine de n fois norme de A. Donc, bon, et voilà, il y avait peut-être, et là c'était Cauchy-Schwarz. Peut-être que dans ce cas-là, c'était aussi Cauchy-Schwarz. Je ne l'ai pas fait, mais c'était une possibilité. En tout cas, quand on fait le survol technique pour voir où on va aller chercher les points, moi j'aurais sans doute passé un peu de temps sur cette question. Ensuite, là, on ne voit pas trop. On ne voit pas trop ce que c'est là, mais sans avoir peur. Mais là, ça ne me saute pas aux yeux. Je vois juste que là, il y a une relation de récurrence. dk plus 1 égale 1 demi de dk plus dk moins 1. Donc peut-être qu'il y aura des récurrences derrière. Par exemple ici. Peut-être que ça, question 9 et question 11E. Non, alors non, c'est encore autre chose. Donc là peut-être que là, il y a une histoire de récurrence à voir. Et après, informatique, là, je ne peux pas te dire. Il faut... je ne sais pas exactement ce qu'on a fait là, donc difficile de regarder. Mais une fois de plus, on est dans le cas où on complète un programme avec des boucles while à finir. Quoi. Non, ouais. Non, non, mais c'est tout bon par rapport à ça. On a une question d'un étudiant, mais on va y répondre juste après le Il y a le problème 2 problème 2. Ouais. qu'on va justement survoler. Pour savoir le pourcentage du sujet qu'il fallait pour avoir 20, on va justement balayer ce Ouais. problème 2 pour justement d'apporter une réponse d'apotiseur par rapport à ça. On t'oublie Alors pas. là, je peux donner une petite indication. Moi, il y a l'un de mes meilleurs élèves, il se reconnaîtra, il était en train de nous écouter, qui est venu me voir tout à l'heure et a dit « Ah, vous avez vu le sujet », etc. Et qui était donc en appro. Et lui, il a fait quand même 3/4 du sujet, bien, au moins 3/4 du sujet. Donc, et du coup, lui, il vise sans doute pas loin de 20. Donc 3/4 du sujet pour avoir 20, ça me semble être un petit peu comme celui de Matapli. Donc, il est allé assez loin. Donc, c'était pas, je ne pense pas que c'était complètement terminable. Peut-être qu'il y en a qui ont terminé. Si on veut très bien le faire, sans doute 4 heures, c'était un petit peu court. Mais apparemment, alors ça c'est Dixit, mon élève, le problème 2 était plus simple que le problème 1. Et moi, effectivement, quand je vois le problème 2, je vois tout de suite, on reconnaît des choses. Là. On reconnaît ici la fonction gamma. Donc là, j'espère que vous l'avez reconnu. Donc, fonction gamma ici. Et donc là, ils sont quand même sympas. Il faut carrément redémontrer que c'est du cours. IM égale factoriel M. Ils nous demandent de le redémontrer. Donc pourquoi pas. Mais c'était ça se fait. J'espère que c'est bon pour vous. Ça se fait sans doute par une IPP. Voilà. On montre une relation entre gamma M et gamma M moins 1, et puis on finit par trouver. Ou alors on admet, puisqu'on dit, d'après le cours sur la fonction gamma, gamma M est... Non, là, pour le coup, il nous précisait, Olivier, qu'il fallait montrer par récurrence. Oui, mais quand tu as la relation de récurrence, Ah tu vois, oui, non, c'est-à-dire, après, oui, non, oui, bien sûr, oui. tu vois ce que je veux dire, si tu as la relation de récurrence gamma M, entre gamma M plus 1 et gamma M, Oui, tu vois, totalement. alors que ce qui est long, c'est de démontrer cette relation de récurrence qui se fait par une IPP, mais ça prend un peu de temps. Si tu dis, et là peut-être que c'était un truc, pas un bluff, puisque c'est du cours, je prends le cours et j'utilise la relation de récurrence du cours, et après je monte par récurrence en utilisant la relation de récurrence du cours.
là, je ne pense pas qu'on pouvait nous en vouloir. Donc là, c'était, je trouve, un peu maladroit de mettre cette question parce que c'est du cours, mais bon, là, du coup, bon, ben, on redémonte ça et ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus difficile. Ensuite, là, oh, encore une représenter l'allure de la courbe. Eh oui, c'est pas qu'en maths appli qu'on doit faire des courbes, c'est aussi en maths appro. Et là, on a une fonction de densité à part morceau, donc ça, c'est plutôt sympa, où on va utiliser la relation de Chasles sans doute, et on montre que c'est une variable à densité. Donc là, il y avait une histoire de, sans doute, de relation de Chasles, quoi. Et on trouvait bien que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la fonction égale à 1. Et en précisant bien, la fonction est continue, sauf éventuellement quelques points positifs. Donc là, les quelques points, c'est sans doute sur les points de là, ici. Et puis positive. Et l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, par Chasles, on trouve 1. OK. Ensuite, là, vérifier alors. Donc là, je n'ai pas fait, donc, mais c'est des calculs de limite, pas effrayants. La partie 2, on reconnaît des choses qu'on a quand même déjà vues sur, voilà, sur des fonctions, voilà, des lois gamma. Donc là, densité sur loi gamma. Donc là, typiquement, en termes de stratégie, moi, je vois ça, je me dis sans doute l'exo, le problème 1 et le problème 2, pardon, était sans doute le problème par lequel il fallait commencer. Après, peut-être que certains préfèrent commencer par l'exo le plus dur pour que le cerveau soit pleinement frais sur les questions difficiles, pour ensuite se reposer sur le problème 2 qui est plus simple. Pourquoi pas? Mais moi, je pense que c'est toujours bien d'attaquer fort et donc de commencer par le Bah, problème où on est. moi, pareil que toi. Moi, je pense que mieux vaut se rassurer et au contraire s'échauffer, monter un peu En régime. ouais, bon, voilà, c'est ça, monter en régime. Surtout que pour les étudiants qui n'ont pas passé Cricom, les maths EM, c'est la première épreuve de maths. Donc, il faut quand même se mettre dedans. Première même épreuve de maths après une semaine de battement pour ceux qui ont passé Cricom. Donc, il faut bien se mettre dedans. Surtout que derrière, il va y avoir des maths 2, des matins pour les parisiennes. Donc, il faut, on va dire, se rassurer avant d'attaquer le dur. En tout cas, moi, je procédais de la même manière que toi. Ouais, bah, moi je suis de ton avis, donc du mien. La question là, la question d'après, donc là, il y avait sans doute des questions sympas de programme de deuxième année où là, il y avait sans doute du théorème central limite qui se cachait là. Montrer que la suite converge en loi vers, là, ça sent la centrale limite, théorème central limite, pour pouvoir trouver ça et qui nous permettait sans doute après d'écrire l'intégrale. Donc là, peut-être fallait-il en déduire à la fonction de répartition, pas forcément, mais là, théorème central limite, ça nous permettait normalement d'y arriver sans trop de difficultés. Ensuite, estimation du maximum de vraisemblance, grand thème récurrent au concours, maximum de vraisemblance, tombé en 2016 notamment à l'EDEC, sous une forme qui est assez similaire. Donc là, pour ceux qui connaissent bien leur classique, là, normalement, j'espère que ça a été. Et puis après, on terminait par encore du programme de deuxième année avec des intervalles de confiance. Donc là, problème 2, pour ceux qui ont bien bossé ce chapitre de fin d'année sur densité, estimation, intervalle de confiance, maximum de vraisemblance, là, il y avait quand même des choses à aller chercher parce que c'est souvent vraiment des chapitres qui ne sont pas très difficiles. C'est juste que comme ils arrivent tardivement, les étudiants n'ont pas le temps de bien les digérer. Et je pense que là, typiquement, on était face à une fin d'exo qui avantageait les cubes, parce que eux, les cubes, ils le savent sans doute, la partie estimation n'est pas la partie la plus difficile, en fait. C'est beaucoup plus difficile les gros sujets d'algèbre linéaire ou bilinéaire ou fonction de n variables. Mais là, on est sur des fonctions de n variables pas trop compliquées, en fait. On est sur du n variables, mais plutôt assez simple, où on a une étude de fonction et on montre de mémoire que la fonction est croissante puis décroissante. Et c'est comme ça qu'on trouve cette logique de maximum de vraisemblance. L'estimateur là, a montré que Zn est biaisé, mais asymptotiquement sans biais pour lambda. Donc là où il fallait montrer que la limite de E de Zn, c'est du court, la limite de E de Zn égale à lambda, donc c'est bien asymptotiquement sans biais pour lambda. Et en revanche, il y a un biais, puisque ici, on voit bien que l'espérance de Zn n'est pas égale à lambda, le paramètre qu'on cherche, donc c'est bien biaisé. Mais comme n sur n-1 tend vers 1,
du coup, ça tend, E de Zn tend vers lambda, et donc on dit que c'est asymptotiquement sans biais. Donc, vous voyez ça, question qui prend une ligne, en fait, Dorian. Quand on connaît le cours, on l'a fait en 2 secondes, et quand on ne connaît pas le cours, on ne la fait pas. Donc, là, ici, il y avait une prime à ceux qui connaissaient bien le cours de fin d'année. Petite précision aussi, quand on a en déduire un estimateur Zn non biaisé, de manière générale, quand on vous pose la question trouver un estimateur, n'oubliez pas qu'un estimateur, c'est avant tout une fonction de x1, x2, xn qui ne dépend pas du paramètre qu'on cherche. Et les étudiants oublient souvent de dire ça, que c'est une fonction d'un échantillon, alors que c'est la première définition. Et après, là, l'histoire du biais, ou biaisé ou pas biaisé, on le fait dans un second temps. Mais n'oubliez pas donc de revenir à la définition de ce qu'est un estimateur. Bon, et puis enfin, ici, sur le 13, c'était c'était de l'intervalle de confiance. Et intervalle de confiance, c'est souvent les mêmes techniques, notamment quand on a une histoire de loi normale. Et là, sans doute, je regarde, vu qu'on parle de... je regarde, intervalle de confiance, voilà, j'allais dire, vu qu'on parle de asymptotique, c'est sans doute un intervalle de confiance asymptotique, et bien on le voit ici. C'est-à-dire que peut-être qu'ici, il y avait aussi une histoire de théorème central limite. Là, sans doute, à creuser, théorème central limite, pour pouvoir réutiliser la loi normale centrée réduite ici. Voilà, Dorian, pour comme ça, l'overview sur le... Il nous reste, ouais, il nous reste une dernière et ultime partie sur, là, après, donc il y a le Scilab, et après la dernière partie, sur la partie 4, juste après Olivier. Ouais, alors je me suis juste... Ah oui, non, pardon, oui, ok. Une question que je trouvais sympa dans la partie, dans le problème 1. L'un de l'élève qui est venu me voir qui m'a dit celle-là, cette question-là, essaye de la faire, elle est sympa. Et donc, je vous mets dessus. Voilà, problème 1, cette question-là, où on suppose qu'il existe m tel que m carré égale a, montrer que a est inversible si et seulement si m est inversible. En fait, il fallait penser à faire une double implication. Une implication dans un sens et la réciproque. Il y a un côté qui était très simple, l'autre qui était plus dur. Le côté simple, c'était de dire si m est inversible, donc c'était la réciproque qui était plus simple. Si m est inversible, alors m2 est inversible, c'est du cours. Je ne sais pas si tu te souviens, Dorian, quand A et B sont inversibles, alors le produit AB est aussi inversible. Bon, là, si m est inversible, m fois m est inversible, donc m carré est inversible. Et comme m carré, c'était A, du coup, A est inversible. Donc, tu vois, ce côté-là, il était simple. L'autre est un peu plus compliqué, où on a ici, il faut supposer donc A inversible, et il faut montrer maintenant que M est inversible. Et moi, je suis revenu en fait au rang. Donc, je vous le fais vite. Mais on a ici, comme M carré vaut A, le rang de M carré, ça vaut le rang de A. Mais comme A est inversible, le rang de A, c'est 2. Donc, du coup, M carré est inversible. Et là, je suis revenu à mes classiques sur l'image. En fait, il y a un classique, je vous ai refait la démonstration ici, mais qui est que im de F2 est inclus dans im de F. De manière générale, ça vous pouvez le noter, je vais le mettre en rouge, peut-être en gros, on a im de fk plus 1 qui est inclus dans im de fk. Grand classique du concours. De même, ker de fk inclus dans ker de fk plus 1. Du coup, là, ici, je montre que im de f2 est inclus dans im de f. Donc, quand je passe aux dimensions, la dimension de im de f2 est inférieure ou égale à la dimension de im de f. Et donc, j'ai le rang de f2 qui est égal au rang de m2 qui vaut 2. Et donc, du coup, j'ai que le rang de f, c'est-à-dire le rang de m, est supérieur ou égal au rang de m2 qui valait 2, ce qu'on a montré au-dessus. Et donc là, on a montré que le rang de f est supérieur ou égal à 2, or il est inférieur ou égal à 2, puisque par définition, il est inférieur ou égal à 2, puisque m appartient à m2 de R. Donc le rang de m était égal à 2, ce qui montrait que m était inversible. Donc pas évident. Là ce quart de fk inclus dans quart de fk plus 1, c'est ce qu'on appelle les noyaux itérés. Là, im de fk plus 1 inclus dans im de fk. Bon, voilà, ici, il fallait l'avoir sans doute déjà vu. C'était pas évident. Voilà pour ce petit zoom
Et puis ici, sur la question 4C aussi, dans les trucs sympas que j'ai identifiés, question 4C, il fallait prendre comme U, U tel que f p-1 de U non nul. Non nul, pardon, c'est pas avec, c'est sans non nul comme ça. Voilà, on prenait fp-1 de U non nul, et c'est possible. Pourquoi? Car on a fp-1, ils nous disent que c'est non nul. Donc on peut prendre, comme c'est non nul, on peut prendre un vecteur U qui va, tel que fp-1 de U soit non nul. Très clair. Voilà pour ce petit zoom. On attaque les ECT. Juste pour derrière la dernière partie du sujet, la toute dernière page de la partie 4. Ah, pardon, j'ai peut-être pas allé au bout. Attends, je regarde. Ah oui, j'avais pas vu, pardon. Donc là, il y a la partie Python, donc là Ouais. qu'on squeeze, qu'il ne faut pas faire du coup le jour du concours, c'est juste pour gagner du temps. Et après, donc là, une dernière partie qui est en bas de ton écran, voilà, c'est ça. Ouais. Fin de la fin de la page 7 et après c'est le début de la page 8 qui termine. Donc où ici on a pour le coup Ouais, avec Taylor Young, sympa. Ouais, non, ah c'est ouais, ça. donc là, oui, donc là, alors je précise qu'à mon avis, c'est plutôt 2 tiers du sujet là pour avoir 20, parce que j'avais pas vu qu'il y avait tout ça là. Waouh, c'était long en fait. Hein. Mm, C'était quand mm, même mm, très mm. long. Hein. Donc Bah, là, waouh, ah ouais, ouais, donc j'avais pas vu qu'il y avait cette partie. Là, c'est long, long, long. Donc là, 2 tiers du sujet, on est très, très content d'avoir 20. Hein. Donc ça répond un petit peu à ta question napotiseur sur le pourcentage pour avoir 20 sur ce sujet de Matapro. Ah ouais, non, donc là, je confirme que le sujet était vraiment beaucoup plus long et beaucoup plus complexe que celui de l'an dernier. Donc les années ne se ressemblent pas forcément. On passe aux ECT pour pas finir trop tard, même si Ouais, c'est déjà assez tard ouais, je suis pour les bavard étudiants. et en plus j'ai fait le petit bug.